À cette époque-là, donc dans l'immeuble dans lequel j'habitais, c'était donc dans les années fin 80, début 90. Mon voisin du dessus était Mathieu Kassovitz, qui était en train de faire ses courts-métrages, et je le voyais. On habitait juste en face de la Petite Ceinture à Paris. Donc ce train qui passait et qui n'existe plus maintenant. Donc c'est une voie ferrée abandonnée. Et je voyais Mathieu Kassovitz faire ses premiers courts-métrages. Et c'est son énergie de l'époque, avec Romain Gavras, en tout cas, qui nous a touchés par rapport au premier court-métrage, à Métis. Et donc, nous, on était quand même vraiment jeunes. Et de le voir lui faire ses conneries, ça nous a quand même pas mal encouragés. On a commencé, comme lui, à faire des courts-métrages comme ça, juste avec une idée, des potes. Et à l'époque, une caméra H8. Voilà. Et c'est pas, notre premier court-métrage, en tout cas, est parti de la Paradoxe perdu, dans lequel il joue d'ailleurs. En effet, en marge, des marginaux, des déclassés, ça c'est un autre mot que j'aime bien. Donc que ça soit les petites frappes de Chétan ou les délinquants juvéniles de Dog Pound, ou là l'élite, la délinquance en col blanc, ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais en tout cas qui ont un niveau qui sont l'apprentissage du vice avec un niveau et une précision ultime. Donc c'était super intéressant en tout cas de voir des personnages qui manient les mots très éloquents et très précis dans leur stratégie de manipulation cérébrale. Donc, en effet, c'est des personnages ou au premier rang de la classe ou au dernier rang de la classe, mais en tout cas radicaux et singuliers, et, euh, et qui a priori on n'aime pas. On n'aime pas ceux qui sont au premier rang et on n'aime pas ceux qui sont au dernier rang. Moi, il se trouve que ça a toujours été ceux avec qui je me sentais le mieux, les marginaux. Donc, à chaque fois, proposer une promenade avec eux et rester euh, spontanément une démarche artistique dans les trois films, et qui parle aussi les trois de l'adolescence. Mais je pense que le chiffre 3, le triptyque sur l'adolescence, c'est une idée que j'aime bien, et c'est peut-être le dernier de la série. C'est la rencontre avec deux jeunes gens, Noé Debré et Benjamin Elalouf, euh, scénaristes et producteurs de La Crème de la Crème, qui, euh, qui sont arrivés avec cette idée de ces trois étudiants en école de commerce qui ont la brillante idée de faire un réseau de prostitution sur leur propre campus. Et donc, à travers cette idée de présenter cette génération qui est quand même assez unique, enfin comme toutes les générations, en même temps c'est un peu con de dire ça, mais moi faisant partie de celle qui est juste avant la génération X, et j'ai vu arriver cette nouvelle génération, euh, l'idée de me promener avec eux était un bon prétexte déjà moi pour me refaire des petites sensations cool. Et la génération, donc la digital native, on l'appelle, la génération YouPorn, qui vivent des émotions sexuelles quand même assez extrêmes avant même d'avoir pu rouler leur première pelle. Et donc on a toute une réflexion sur la façon de s'aimer à cet âge-là. Et donc l'école de commerce qui donc va parler du côté économique des relations humaines, et la prostitution qui va être un argument narratif pour parler du discours amoureux, euh, vont faire ressortir, si tout va bien, trois jeunes personnages qui apprennent ou qui essayent d'apprendre à vivre ensemble. Et au final, ça c'était l'idée qu'on avait pendant tout le film, se rendre compte, ça c'est l'idée marrante qu'on a développée pendant le film avec Noé, que la véritable transgression c'est d'être amoureux pour la génération Y. Moi, la démarche même de faire la crème et de rentrer dans le milieu des écoles de commerce est un moteur d'anecdotes insolites. Il y a une scène, par exemple, dans le film euh, qui, euh, qu'on appelle le ventriglisse. Ça, pour le coup, moi, c'est vraiment une expérience insolite que j'ai vécue. Pendant une petite promenade dans les locaux d'HEC, où on était là pour ce qu'on appelle la hotline, qui est l'élection du futur BDE, Bureau des élèves.
les premières années doivent se mettre en scène pour donner envie qu'on vote pour eux. Et on a assisté donc à un ventre-église qui consiste donc à mettre plein d'eau dans le couloir et plein de savon, de se foutre à poil et de se jeter dans le couloir pour glisser le plus loin possible et en mettant des obstacles. C'était un petit moment insolite, ça, quand même, pendant la préparation du film. C'est un projet qui est toujours d'actualité. Vincent Cassel a repris le flambeau et il est en train de travailler actuellement toujours sur le scénario, qui est un film qui prend le temps de mûrir et qu'on a développé ensemble. Et là, en ce moment, lui, il travaille activement dessus, donc c'est toujours en cours. On est tellement, pour l'instant, à essayer de faire ressortir cette matière qu'on ne connaît pas, qui sera le film. Donc là, on est en plein chantier. I Love Techno. J'étais à I Love Techno à Montpellier. Et donc, le set du label Bromance était sacrément costaud. Donc, The Hacker, Geza Felstein et Brodinski, dans ces hangars gigantesques avec 35 000 personnes en train de sauter en l'air. C'était assez impressionnant, donc ça, c'était quand même un bon coup de cœur, ouais. Fabriquer des histoires tout le temps, qu'elles soient tournées ou pas. Mais fabriquer des histoires et réussir à faire en sorte que leur vie de tous les jours soit des prétextes pour inventer des histoires et des personnages. Et se positionner à chaque fois, réussir à regarder la vie de tous les jours comme des histoires et prendre des notes tout le temps. Moi, dans mes films, il y a des notes qui remontent à 15 ans, qui vont servir à nourrir un personnage, qui est une personne que j'ai croisée il y a 15 ans et qui va arriver là, dans ce film-là. Et à chaque fois que je retombe sur mes notes, j'ai des pages et des pages de notes partout. Et ça sert toujours. Donc tout le temps prendre des notes et partir du principe que tout est fiction. Petit exercice mental assez sympa.